Bonjour, soyez les bienvenus dans le magazine de la connaissance. Bienvenue dans Xenius. Aujourd'hui, nous allons apporter notre grain de sel à un sujet qui n'en manque pas, fait de petits cristaux blancs aux multiples facettes. En France, on connaît surtout le sel de mer, récolté à Guérande ou en Camargue. Mais il existe aussi du minerai de sel, le sel gemme. C'est ici en Lorraine, à Varangéville, que se trouve l'unique mine de sel française. Rien qu'à voir toutes ces machines, on imagine le travail que demande l'extraction du sel gemme. La mine tourne à plein régime pour répondre à nos besoins plutôt salés. Français et Allemands consomment 8 grammes de sel par jour, soit 420 000 tonnes par an au total. Mais du sel iodé au sel gemme, en passant par le sel de l'Himalaya, quelle est vraiment la différence? Retour des courses pour Laura et Benny. Ils ont prévu un repas un peu particulier. Au menu, un tour du monde des différents sels. À en croire leurs amis, chaque sel aurait un goût unique. Dans leur panier, du sel de l'Himalaya, pour le moins original, de la fleur de sel, réputée pour sa finesse, du sel noir d'Hawaï, censé apporter une touche d'exotisme, et du sel de table classique. Pourra-t-il rivaliser avec les autres ? Difficile de faire son choix parmi une telle variété de sel. Et certains coûtent relativement cher. Alors la différence de goût justifie-t-elle la dépense ? Nous faisons le test dans un centre commercial. Nos goûteurs volontaires vont-ils vraiment faire la différence ? Nous leur proposons une dégustation à l'aveugle des 4 sels. Bonjour, voulez-vous tester nos différents sels? Pour qu'ils ne puissent se fier qu'à leurs papilles, les testeurs doivent mettre un masque sur les yeux. Premier concurrent, la fleur de sel. Récoltée dans les marais salants de la côte atlantique ou méditerranéenne, elle est censée apporter un bouquet de saveurs marines. Verdict ? Nos goûteurs ne semblent pas transportés en vacances au bord de la mer. Sur une tartine beurrée, ce n'est pas génial. Les cristaux sont assez gros, mais le goût est classique. Ce n'est pas du sel de table normal, je le trouve un peu plus doux. J'ai bien envie d'en reprendre. Des cristaux qui craquent sous la dent, un goût doux mais sans réelle originalité. La fleur de sel se distingue surtout par sa consistance. Récoltée à la main, à la surface des salines, elle est censée avoir une teneur élevée en iode. Est-ce bien le cas ? Karen Zass, nutritionniste au Centre pour le sport et la santé de Berlin, s'est penchée sur la question. Le sel marin contient naturellement de l'iode puisqu'il est issu de l'eau de mer. Mais s'il est ensuite raffiné, sa teneur en iode diminue trop pour satisfaire nos besoins journaliers. Heureusement, la fleur de sel n'est pas raffinée, au contraire du simple sel de mer, souvent enrichi en iode. Deuxième candidat, le sel noir d'Hawaï, lui aussi issu de la mer. Sa couleur le rend particulièrement exotique. Mais son goût sera-t-il aussi surprenant ? Nos testeurs sont divisés. Il n'a presque aucun goût. Il a un goût salé intense, mais sans être trop fort. Je trouve ça plutôt insipide. Il est plus piquant. On dirait qu'il y a d'autres arômes dedans. C'est très fort. Fort pour certains, insipide pour d'autres, le sel d'Hawaï se démarque donc surtout par sa couleur. Il n'existe d'ailleurs pas qu'en noir, mais aussi en version verte ou rouge. Cette coloration naturelle vient des roches volcaniques riches en charbon actif ou de la terre argileuse pour le sel rouge. Il peut aussi s'agir de colorants artificiels, mais ça ne change rien à ses propriétés nutritionnelles. Le sel numéro 3 fera peut-être la différence. Le sel rose de l'Himalaya promet une expérience gustative spirituelle puisqu'elle renfermerait l'énergie de ces montagnes sacrées. Mais pour nos goûteurs, la saveur n'atteint pas des sommets. Ça fond trop vite sur la langue. C'est vraiment très salé. Oh, c'est salé. Je lui trouve un arrière-goût désagréable. On dirait du sel aromatisé.
Là non plus, rien d'extraordinaire. L'arrière-goût décelé par nos testeurs vient sûrement de la particularité du sel de l'Himalaya, la présence de nombreux minéraux. Le sel de l'Himalaya est réputé pour avoir un taux élevé en minéraux, donc pour être très sain. En réalité, c'est avant tout du sel. Et avec la dose de sel que l'on consomme par jour, 5 grammes, soit une cuillerée à café, la quantité de minéraux absorbés reste infime, sans réel effet. Le sel de l'Himalaya doit sa couleur rosée aux oxydes de fer, ce qui le rend surtout décoratif. Alors quel est le sel recommandé par la nutritionniste? N'importe lequel de ces sels peut convenir. Mais pour couvrir suffisamment nos besoins en iode et en fluor, des oligo-éléments essentiels, je conseillerais plutôt le sel de table iodé et fluoré. C'est-à-dire le moins cher. Va-t-il remporter les suffrages de nos goûteurs? Le goût n'est pas très fort. C'est plutôt doux. On dirait le sel des bretzels. Il irrite un peu la gorge. Au goût, il fait donc plutôt jeu égal avec les autres sels. Et tant mieux, car le sel de table enrichi en iode et en fluor est non seulement l'un des moins chers, mais aussi le plus sain. Pour autant, n'oubliez pas qu'on mange aussi avec les yeux, alors n'hésitez pas à varier les plaisirs dans votre assiette. De retour à notre mine de sel en compagnie de Didier Casanova. Vous êtes responsable de la mine et quand vous portez ce nom, je me permets de poser cette question. Quand le repas est trop salé, c'est qu'il y a de l'amour dans l'air. Vous pouvez confirmer cela, M. Casanova? Oui, mais vous savez, avec moi, il n'y a pas besoin de trop salé pour qu'il y ait de l'amour dans l'air. C'est déjà là l'état naturel. Mais vous produisez du sel ici pas seulement à des fins alimentaires, mais aussi pour d'autres usages. Lesquels? Oui, par exemple, la mine produit du sel uniquement pour déneiger les routes. Et sur ce site, on produit aussi du sel pour l'industrie, par exemple pour fabriquer du plastique, pour les colorants. Hein. Du sel pour des adoucisseurs d'eau aussi. Et donc du sel aussi pour les aliments. Et vous produisez jusqu'à 1 million de tonnes de sel par an. C'est énorme. Vous nous montrez comment ça marche? Oui, alors suivez-moi, on va voir. Allez, va. D'accord. Nous voici au fond de la mine. Et 160 mètres sous terre maintenant. Et ça, c'est que du sel? Tout autour de nous, c'est du sel, que ce soit au plafond, sur les parements. Et on ou au marche sol. sur le sel aussi. Nous marchons dans le sel. Mamma mia. Et le sel, comment est-il arrivé ici? Ben, vous imaginez, il y a 220 millions d'années, il y avait une mer. Des conditions climatiques bonnes, du soleil, du vent, pour qu'il y ait de l'évaporation et un dépôt de sel. Et 220 millions d'années plus tard, ben, on se trouve dans ce dépôt de sel. Et on peut le goûter, le sel qui est là? Oh, bien Ah, bien sûr, Je ne vais pas prendre par terre, mais je vais prendre. sûr. Oui. Ça c'est du sel. Hein. Bon appétit, Pierre. C'est bon. Ça me donne envie de manger quelques sticks ou quelques plats de sel. Le sel est-il bénéfique ou mauvais pour notre corps? On a beau chercher du sel sous terre, la réponse, elle, nous vient de là-haut, de l'espace. Une expédition pour Mars. 520 jours de vol interplanétaire. Une équipe internationale simule ce long voyage, isolé du reste du monde, à l'intérieur de ce vaisseau. En réalité, celui-ci n'a pas quitté la Terre. Il se trouve toujours sur le sol de Moscou. Mais les conditions à bord sont au plus proche du réel, avec par exemple presque 1 an et demi de provisions, soit 15 000 repas. Ils ont été élaborés par des scientifiques allemands pour que la teneur en sel de chaque ration quotidienne passe progressivement de 12 à 6 grammes. Un cadre idéal pour la recherche sur la tension artérielle. La particularité, c'est qu'on peut suivre les mêmes sujets dans des conditions contrôlées et sur plusieurs années, ce qui est généralement impossible en médecine. La mission Mars 500 nous offre enfin cette occasion unique. L'occasion de mieux connaître l'effet du sel sur la tension artérielle.
L'hypertension abîme nos vaisseaux sanguins et nos organes, ce qui en fait le principal facteur de risque pour l'infarctus et l'AVC. Les membres de l'équipage prennent régulièrement leur tension. Ils collectent aussi leur urine, dont le taux de sel révèle s'ils ont bien pris leur repas selon les instructions. Chaque jour, l'un d'entre eux doit prélever des échantillons. Ces derniers sont envoyés sur Terre au département de recherche sur l'hypertension de l'hôpital universitaire d'Erlangen pour y être analysés. La tension artérielle des sujets y est aussi examinée. Y a-t-il un changement quand la teneur en sel de l'alimentation diminue? On a découvert qu'au bout de 40 à 60 jours, même chez les jeunes sujets présentant des valeurs normales, donc n'étant pas malades, la tension baissait lorsqu'on réduisait le taux de sel dans l'alimentation. Il y a donc bien un lien entre consommation de sel et hypertension. Jusqu'à présent, on pensait que l'excédent de sel était tout bonnement éliminé par les reins. Mais les chercheurs de l'hôpital ont découvert que notre organisme le stockait d'abord dans notre peau, où des cellules immunitaires sont censées en réguler le taux. Après avoir été véhiculé par le sang, le sel s'accumule dans l'espace entre les cellules. Là, il est absorbé par des cellules immunitaires qui vont produire une substance favorisant la croissance des vaisseaux lymphatiques. Grâce à l'élargissement des vaisseaux lymphatiques, l'excédent de sel est éliminé, un cycle encore inconnu il y a peu. C'est une découverte étonnante. On a montré que notre système immunitaire n'intervenait pas seulement contre les bactéries, les champignons et autres agents pathogènes, mais que de toute évidence, il jouait aussi un rôle de régulateur sur la quantité d'eau et de sel dans notre corps. Ce qui, au final, régule aussi notre tension artérielle. Problème, s'il y a trop de sel, ce mécanisme ne suit plus. Un scanner a révélé aux chercheurs que chez de nombreux patients, l'excédent de sel stagnait dans la peau, en particulier chez ceux souffrant d'hypertension. Le sel nous est vital, c'est une évidence. Il est essentiel et nous ne pouvons pas vivre sans. Mais il est tout aussi évident que nous consommons beaucoup plus de sel que nécessaire. Effectivement, comme notre organisme a besoin de lui, nous sommes naturellement des becs salés. L'Institut de recherche sur l'alimentation de Potsdam a fait une expérience pour comprendre comment nous détectons le goût du sel. Les chercheurs ont trouvé un récepteur dans nos papilles gustatives qui transmet la sensation de salé. Ils ont implanté ce même récepteur dans des œufs de grenouille. Nous avons ainsi obtenu une sorte de langue artificielle, capable de sentir le goût salé. Cela nous permet de tester différentes substances pouvant renforcer ou modifier le goût du sel. Une expérience gustative in vitro pour trouver un remplaçant au sel de table. Les minuscules œufs de grenouille ont permis de comprendre comment les molécules du sel parvenaient à pénétrer à l'intérieur des cellules et à déclencher le goût salé. Les expériences suivantes doivent montrer si d'autres substances inoffensives peuvent avoir le même effet. Chaque semaine, l'Institut teste donc des dizaines de substances. L'une d'entre elles s'avère déjà prometteuse et deviendra peut-être le premier substitut au sel. Quant aux repas pauvres en sel du vol pour Mars, ils ont été élaborés par des nutritionnistes selon des méthodes scientifiques. Le consommateur lambda, lui, a bien du mal à savoir combien de sel contiennent ces aliments. Les consommateurs sont livrés à eux-mêmes. Il est difficile de les conseiller, puisque nous ignorons la quantité de sel présente dans leur alimentation quotidienne. Et même quand on pose la question aux fabricants, on ne reçoit pas d'informations précises. De petits cristaux avec de grands effets. Cette découverte pourra être la clé d'une alimentation plus saine pour l'homme, sur Terre comme dans l'univers. De retour sur Terre, ou plutôt sous Terre, Monsieur Casanova, comment vous extrayez le sel d'ici? Pour extraire le sel, nous utilisons une méthode à l'explosif parce que le sel est une roche quand même relativement dure. Si vous voulez, prenez ce marteau et essayez d'extraire un peu de sel. Voilà. Ah ouais, avec plaisir, attention. Oui. Attendez, on s'écarte. Oui, oui, oui.
L'explosion, c'est un peu mieux. Ouais, on va aller voir l'explosif alors. Pas de problème. Suivez-moi. Et ici, nous sommes en train de haver, c'est-à-dire qu'à la base de la couche, nous réalisons une saignée qui fait les 13 mètres de large de la galerie, sur 4,50 mètres de profondeur et environ 15 cm d'épaisseur. Ceci dans le but de faciliter le travail de l'explosif. Et au-dessus de cette saignée, nous réalisons 42 trous, de diamètre 4 cm, de profondeur 4,50 mètres, répartis sur toute la surface, c'est-à-dire sur 13 mètres de large et 4,50 mètres de haut. Et ces trous ensuite sont remplis d'explosifs pour réaliser le tir. Ah, comme ça. Voilà. Ah, ils sont tous reliés entre eux pour exploser tous en même temps. Ah, d'accord. Exactement. D'accord. Alors, j'enlève ça. Une fois que le détonateur est mis dans la cartouche, il remplit le trou d'explosifs. C'est ce qu'on appelle du nitrate fuel, c'est-à-dire un mélange de nitrate d'ammonium avec du fuel. Donc maintenant, il est temps qu'on s'éloigne. Je le pense. Allons-y. Mieux. J'ai la lourde responsabilité d'appuyer sur le bouton rouge, de déclencher l'explosion. Ici. Pas mal, monsieur Casanova. Très bien joué. fait. On va voir le résultat? Dieu. Vous avez l'air surpris. Oh, oui, un peu. Ah, t'as trouvé un bon pierre, Pierre? Oui, elle est pas mal. C'est impressionnant. Hein. Oui. Ah, très belle pierre. Là, on oui. voit vraiment des cristaux, on les voit bien. Hein. Ah. Qu'est-ce qui va se passer avec toutes ces pierres? Ce morceau de sel va être chargé dans le godet d'un chargeur qui va l'amener jusqu'au convoyeur, qui le transportera jusqu'à l'installation de concassage-criblage où il sera réduit en petits morceaux de sel ou en grains de sel inférieurs à 5 mm. Wow, on veut bien voir ça. Pas de problème. Allons-y. Allons-y. On y va. Donc ça, c'est le produit final. Exactement, c'est le produit que l'on va vendre à nos clients qui eux-mêmes après le mettront sur les routes pour les déneiger. Respect à Monsieur Casanova, parce que quand on voit le niveau sonore qu'il y a ici, le chemin que doit parcourir un petit grain de sel jusqu'à ce qu'il soit prêt à la consommation, c'est vraiment un travail extrêmement intense. Merci beaucoup pour cette visite. Merci beaucoup. De rien. L'exploitation de mines, qu'elle soit de charbon ou de sel, où on progresse à coups d'explosifs, est toujours synonyme de destruction. Mais c'est parfois aussi l'occasion de laisser libre cours à son sens artistique, comme l'ont fait des mineurs polonais très créatifs. Suivez-nous pour une petite visite guidée dans les entrailles de la Terre. La mine de Wieliczka, en Pologne, est l'une des mines de sel les plus connues au monde. Ici se côtoient Dieu, Goethe et Jésus lors de la scène.
Difficile à croire, mais toutes ces œuvres d'art ont bien été taillées dans le sel. Du sel gemme, parfaitement comestible. Qu'il se présente sous la forme de stalactites, de draperies ou tout simplement d'une paroi rocheuse, le sel fascine Marek Klimovitch. Cela fait des années qu'il guide les visiteurs à travers ses galeries. La visite mène aux plus belles curiosités de la mine à 150 mètres de profondeur. Seul 1% de son étendue est ouvert au public. Il faudrait 8 semaines pour parcourir les 300 km de galeries et les 2000 grottes. Un véritable royaume souterrain avec ses immenses salles entièrement en sel. Le minerai de sel était taillé en gros blocs, puis transporté à la surface. Ensuite, il restait donc de grandes cavités comme celle-ci. À partir du Moyen-Âge, jusqu'à 2000 mineurs ont travaillé en même temps dans ces sombres tunnels. Les chevaux tiraient les pales en chargés de sel. Un métier difficile, les ouvriers travaillaient jour et nuit à la lueur tremblotante de leurs lampes, dans la poussière et sous la menace constante d'un effondrement. Malgré tout, en plus de leur travail, ils ont pris le temps de construire une cathédrale souterraine en l'honneur de Sainte Kinga, la sainte patronne de la mine. Une vaste nef avec 3 autels, 5 lustres et de nombreux bas-reliefs et scènes religieuses. Absolument tout est fait de sel, y compris les chandeliers, les escaliers et les dalles au sol. Un endroit unique au monde. Mais qu'est-ce qui a poussé les mineurs à créer cette merveille ? Autrefois, c'était évidemment un travail dangereux. De nombreux mineurs ont perdu la vie dans des effondrements, des incendies, des explosions de méthane. Ils voulaient un lieu où prier pour leur survie. Mais il y a une autre raison qui n'a rien à voir avec la religion. Les mineurs n'ont pas créé cette chapelle seulement pour eux, mais aussi pour les visiteurs. Cette magnifique chapelle de Sainte Kinga a été réalisée par 3 mineurs seulement, à la demande de la direction de la mine, qui voulait proposer une expérience hors du commun aux visiteurs. Cela fait plusieurs siècles que la mine est l'une des grandes attractions touristiques du sud de la Pologne. Au XVIIe siècle déjà, les visiteurs se pressaient pour admirer les immenses grottes. Aujourd'hui, la mine reçoit 1 million de touristes par an. En 1790, elle a même accueilli les dignitaires du Conseil secret de Saxe, dont faisait partie Goethe. Mais le minerai de sel est fragile. La plus vieille chapelle de la mine, construite en 1698 et dédiée à Saint-Antoine, est désormais fermée. L'humidité, la respiration des visiteurs et les infiltrations d'eau menacent les statues. Le sel se dissout et les œuvres d'art disparaissent les unes après les autres. Des artisans et des ouvriers sont donc appelés à la rescousse. À la surface, dans l'atelier de restauration, les employés de la mine de Wieliczka continuent à peaufiner les techniques séculaires. Ils perpétuent ainsi la tradition de la sculpture sur sel et créent de nouvelles œuvres pour la mine. Le minerai de sel est si capricieux qu'il demande une longue expérience. Le sel est très différent du granit ou du marbre parce qu'il présente différentes structures. Ce bloc est composé de nombreux petits cristaux, ce qui le rend assez dur et difficile à travailler. Celui-ci, en revanche, est un seul gros cristal. Il est très friable et si on ne fait pas attention, il se brise en gros éclats. Le problème, c'est que ces différentes structures sont souvent présentes au sein d'un même bloc de sel. Comme avec cette statue de Sainte Kinga. Il faut donc se méfier et adapter sa façon de travailler.
Les tailleurs continuent à sculpter statues et autres œuvres. Les plus petites sont destinées aux visiteurs en guise de souvenir. Les plus grandes sont exposées dans la mine. La dernière création, le pape Jean-Paul II. Loin de l'image traditionnelle des mines sombres et sinistres, celle de Wieliczka ne manque pas de sel. Ainsi, le sel est un régal pour les papilles comme pour les yeux. Et il garde sa part de mystère. Un peu comme Xenius, non? Oui, mais avec nous, pas besoin de creuser très profond pour tomber sur un beau cristal. Ah oui, le cristal de la connaissance. C'est ça. À la prochaine, salut. Au revoir et restez curieux. Xenius, à voir, à revoir.